Bonjour à tous, ça fait plus d'une demi-année que j'ai pas fait un pourquoi j'ai dessiné. Est-ce que ça vous a manqué? Non? Eh ben, je m'en fous parce que moi oui. Bon, pas au point de revoir mes anciennes vidéos, mais j'avais envie d'en refaire malgré tout. Alors, bienvenue dans Pourquoi j'ai dessiné les Lumières mortes. Comme d'habitude, je commencerai par le contexte de création, l'histoire et détails de ces dessins, et pour finir, les chaînes à vous faire découvrir. On débute avec le contexte de création de tous ces dessins sur les Lumières mortes. En 2020, à ce moment-là, je faisais que dessiner jusqu'à l'écœurement, et principalement des fanarts. Sauf qu'il y avait de plus en plus de gens qui commençaient à me suivre, surtout pour Lock Knight, donc j'ai décidé d'illustrer un peu mes univers, histoire d'intéresser des gens dessus. Spoiler, encore aujourd'hui ça ne marche pas. Mais à l'époque, l'objectif était aussi de faire un dossier d'édition, afin de le poster chez des éditeurs de bande dessinée, dans l'espoir d'enfin être rémunéré en faisant quelque chose que j'apprécie faire depuis tout petit. Des bandes dessinées. Sauf que je ne voulais pas me lancer dans des dossiers d'édition sur des univers trop complexes, comme les fragmentés ou les bibonks. Oui, vous n'avez pas idée à quel point les bibonks ont un lore galère à expliquer. Bref, donc j'ai choisi un univers simple à illustrer, car reposant sur notre monde réel, les Lumières mortes. Alors je ne me rappelle plus du tout si j'ai déjà présenté en détail comment je l'ai imaginé, alors on va le refaire de façon plus courte, entre guillemets. Alors c'est parti. À la toute base, j'ai imaginé ça en 2015 pendant un cours où j'ai imaginé en blaguant avec des amis un monde post-apocalyptique avec une invasion de zombies fluorescents et très lents pendant la prétendue fin du monde du 21 décembre 2012. Ouais bon, je vous avais dit que ça partait d'une blague. Bref, j'ai très vaguement pensé à ça jusqu'à l'année suivante, au Québec, où j'ai imaginé mon antagoniste de cet univers pour un exercice d'écriture de personnage. Ce méchant était Maurice Legroy, zombie fluo ayant gardé une conscience humaine, très intelligent et égocentrique, cherchant à obtenir tout ce qu'il n'a jamais eu avant l'apocalypse, vu qu'il était sans abri. Dès lors, j'ai imaginé toute la mythologie de l'univers qui se déroulerait en France, car c'est assez rare de parler d'invasion zombie ici, et l'histoire que j'allais imaginer en premier se déroulerait sur Paris, car le meilleur endroit pour identifier le pays, mais surtout le lieu idéal pour justifier la présence de personnages variés aux objectifs bien différents pour être ici. N'importe quel éditeur devrait pouvoir se le visualiser. Du coup, la seconde étape aurait été de montrer que je voulais rendre hommage au genre tout en le dépoussiérant avec ma formule. C'est là qu'on passe à l'histoire de tous ces croquis qui ont amené à ce dossier d'édition. Pour commencer, j'ai illustré le premier personnage de mon histoire, un sans-abri reconverti en pillard et cherchant à trouver des trucs de valeur pour les échanger contre une poule. Avec un pitch de départ comme ça, franchement, si ça intrigue pas quelqu'un, j'avoue, je peux pas faire mieux. J'ai vraiment cherché à lui faire un physique banal, car techniquement, il l'est. C'est pas un super-héros avec une chance démesurée, il est là pour te faire comprendre qu'on va suivre des survivants, tout ce qui est plus banal. Même ceux qu'on pourrait croire avec leur histoire être des gens exceptionnels. Genre Dagal est un perso qui pourrait faire croire avec son histoire qu'il est le héros. Mais non, en vérité, les personnages qui gravitent autour, c'est eux qui lui ont imposé ce rôle. Lui, il fait juste que faire de son mieux, d'où ce visuel qui ne le met pas du tout en valeur. J'ai fait ensuite les zombies fluorescents, la fameuse menace, qui n'est finalement que actif la nuit, et font photosynthèse le jour. Le pire, c'est que c'est vraiment la justification que j'ai donnée. Car le virus est végétal, je ne développerai pas les caractéristiques et tout. Mais bon, je voulais surtout ne pas faire des zombies hyper fantastiques. Alors oui, certes, ils résistent aux balles, mais techniquement, j'ai fait en sorte que les humains le soient plus ou moins aussi, vu que toute l'humanité est infectée. Ainsi, j'ai pu justifier que les armes à feu ne soient que quelque chose de très secondaire, voire gadget, étant donné qu'elles ne sont là que pour blesser les êtres humains. Car face à des zombies plus vifs d'esprit, une arme à feu ne servira pas à grand chose, vu qu'il est plus résistant et énervé. Oui, les zombies un peu plus humains sont rouges, et ça paraît un peu cliché, mais je l'ai dit, tous les humains sont affectés, et donc brillent en rouge la nuit. Ce qui appuie que ces types de zombies ont encore une forme d'humanité, rendant moralement discutable leur affrontement par moment. Toutefois, j'ai quand même créé des zombies réellement dangereux et effrayants, mais qu'on l'on voit très rarement, histoire de les rendre marquants. Les affamés, des zombies retournés totalement à un instinct animal, au point que certains ont eu des modifications physiques. Cependant, je le rappelle, ces créatures sont certes une menace qui n'a pas à négliger la nuit, mais le vrai danger est celui qui est constant, celui des êtres humains. C'est pour ça que j'ai imaginé très rapidement une menace lourde et opportuniste qui est de la gueule. Si on pourrait croire que Maurice est le pire des pourritures, la présence du groupe Niveol par moment prouvera le contraire. Non, ce n'est pas un ordre secret ou une multinationale tentaculaire, c'est juste des charognards extrêmement bien organisés, vestiges de l'ancien monde et de ces individus inhumains par leur caractère.
car les sbires de Maurice ont beau avoir un style de costume cliché de méchants et sembler déshumains, au final avec l'histoire on se rendra vite compte que ça peut être n'importe qui derrière, avec une histoire tout aussi touchante, et au final leur accoutrement a été réfléchi lors de sa conception. Ce qui contraste avec les soldats de Dagal, qui sont d'anciens policiers, soldats ou forces de sécurité, avec des protections toutes différentes et très improvisées, montrant une organisation radicalement opposée des deux côtés. Une fois avoir fini tous ces croquis, j'ai fait mon dossier d'édition, avec la couverture du premier épisode que j'avais imaginé à partir du script. Oui, le script de l'épisode 1 a déjà été fait il y a bien longtemps. Bref, la couverture représente notre personnage principal de l'épisode, avec son objectif, de jour au milieu de zombies. L'image permet de comprendre que les zombies ne sont pas dangereux le jour, vu qu'ils ne l'attaquent pas et semblent regarder ailleurs. On voit qu'on est en France et à Paris, vu qu'il y a Tour Eiffel, et notre personnage semble être tout ce qui est de plus banal, et clairement la chose qui se ressort le plus dans cette image chez la poule, histoire de bien intriguer le lecteur. En ce qui concerne la seconde couverture, elle représente la même séquence de nuit, mais cette fois avec un zombie armé d'une hache, montrant que cette fois les zombies sont plus actifs, plus récents, et certains visiblement intelligents. Voilà l'idée que j'ai voulu faire passer vaguement, sans trop divulguer l'intrigue. Je ne saurais pas juger si la couverture est si bien que ça en vérité, mais bon, de toute façon, le dossier d'édition a fait un bide, je l'ai envoyé en 2020, en 2021, à plein de maisons d'édition, sans intéresser personne, mais tant pis, je mets ça de côté, je ne l'abandonnerai pas. J'ai fait quelques brouillons sur les personnages de Dagal et Maurice, ainsi qu'un pilote, mais c'est vraiment de gros brouillons. J'abandonne pas ce projet, mais bon, j'ai des univers bien plus riches et fantastiques que les Lumières Mortes. Quand j'ai créé ce dossier, c'était vraiment histoire d'ouvrir le chemin. Donc j'ai l'intention d'essayer avec la Tour des Enfants Perdus. Qui sait, ça pourra peut-être marcher cette année. On verra si ça intrigue suffisamment de gens pour faire une nouvelle tentative. En attendant, je félicite tous ceux qui ont survécu au visionnage de cette vidéo jusqu'au bout, parce que c'est pas les vidéos les plus fun. Mais j'ai quand même envie de vous parler de l'histoire de mes créations, même si elles ne sont pas aussi propres et qualitatives que d'autres artistes. Alors il est temps de vous présenter 3 chaînes sympas à suivre. Alors, on commence avec les tutos. C'est une chaîne qui ne fait plus de vidéos depuis un certain temps, mais elles sont toutes excellentes, et elles ne me rajeunissent pas. C'était pendant cette période où il y avait Bref, ou le Palmas Show qui sortait régulièrement. Ah, une petite dose de nostalgie pour les anciens. Mais ça m'a fait aussi réaliser que certains jeunes ne connaissent pas Bref, ou les tutos, ou le Palmas Show, ou beaucoup d'autres vidéos, donc je vous mets les liens en description, histoire de faire une petite découverte aux plus jeunes. Bon, forcément, l'humour n'est pas fait pour tout le monde, mais si ça fait plaisir à certains, je serai content aussi. Alors allez jetez un coup d'œil à cette petite dose de nostalgie. Mais je vais quand même vous faire découvrir une personne qui produit toujours des vidéos encore actuellement. Je vous présente InnoTC. Celle-ci parle de l'histoire d'un costume, de film, jeux vidéo, et il fut un temps de manga. Quoi qu'il en soit, c'est très intéressant tout ce qu'on peut apprendre sur la création et ce que signifient certains costumes qui caractérisent des personnages. Je l'ai découvert en cherchant à comprendre pourquoi Lancelot de Camelot, le premier volet, était habillé comme ça. Et du coup, j'ai découvert sa vidéo. Et franchement, c'est très intéressant et elle mérite plus d'attention. Je suis content qu'au moment où je fais cette vidéo, Captain Mask lui a fait de la pub dans sa dernière vidéo. Et du coup, je vous le recommande lui aussi à nouveau. Ça fait plaisir de voir ces vidéastes dans la même vidéo. D'ailleurs, on a parlé de Camelot et j'ai des passionnés à vous présenter sur cet univers plus riche qu'il n'y paraît. Je parle évidemment de Capsule Pop et C-Play, 2 vidéastes passionnés des personnages de l'univers d'Alexandre Astier. C-Play parle uniquement de personnages, mais avec une analyse très complète et intéressante, mais pas que sur Camelot, tandis que Capsule Pop parle de tout ce qui gravite autour de Camelot. Interviews, tournages, anecdotes, il a même fait une mini-série se déroulant dans l'univers de celle-ci. Franchement, chapeau. Alors allez voir ces 2 chaînes, elles sont très sympas à suivre, et je me demande même si je vous les ai pas déjà présentées. Mais bon, ils méritent tellement plus d'attention. Et les autres aussi, de façon globale. Car c'est la présence de beaucoup de gens qui permet à certains d'avoir la force de continuer. Bon, je pense qu'il est temps de conclure la vidéo. Et donc la prochaine fois, on parlera d'un dessin auquel j'ai gagné pour la première fois quelque chose à un concours. Et croyez-moi, il y a pas mal d'anecdotes à balancer dessus. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme d'habitude, le DeviantArt et le ArtStation pour mes dessins, le Twitter pour l'actu, et le petit nouveau Instagram. Bon, en vérité, c'est les mêmes dessins que sur ArtStation et sur DeviantArt, mais j'ai enfin réussi à en poster dessus. Alors que techniquement, mon compte Twitter a été créé en même temps. Allez voir si vous voulez. Hein. Et le Webtoon pour voir des bandes dessinées que j'ai faites. Abonnez-vous si vous voulez. Moi, je vous laisse. Bye.